m'entendez bien là? L'introduction était parfaite. En effet, à mes yeux, il y a un danger immense pour la démocratie et pour la préservation des droits individuels qui est face à nous. Un danger qui pourrait faire s'effondrer, à plus ou moins long terme, tout l'édifice lentement construit, strate après strate, depuis les Lumières. Et ce danger, c'est le péril climatique. Sommes-nous fondamentalement, viscéralement, démocrates et universalistes? Je n'en suis pas toujours certaine. Je n'en suis pas certaine au regard de ce qu'indiquaient les études d'opinion après les attentats de 2015 et 2016. Pour se protéger du terrorisme islamique, de très nombreux Français nous disaient alors dans les enquêtes être prêts à renoncer à beaucoup de droits et de libertés individuelles et à basculer dans une forme de justice d'exception. Puis est venue la crise du Covid, et là encore, bien peu se sont émus des restrictions de liberté, car nous étions prêts à tout ou presque pour se protéger de cette nouvelle menace inconnue. Nous avons d'ailleurs accepté, après tout, d'être enfermés sans que le Parlement ne délibère. Qui l'eût cru quelques mois plus tôt encore? Et chaque fois que des professeurs dénient aux autres citoyens le droit de débattre de l'éducation, chaque fois qu'une féministe dénie aux hommes le droit de parler de féminisme, chaque fois qu'un citoyen se réclame non pas de son statut de citoyen, mais de son appartenance religieuse, géographique, de son orientation sexuelle ou autre, pour se dire plus légitime que les autres à parler d'un sujet d'intérêt général, je me dis que l'universalisme des Lumières n'est pas si ancré chez nous que nous le croyons. Alors comment réagiront nos concitoyens quand la menace climatique va impacter leur vie, leur ville, leurs emplois, leur santé et leurs enfants? Que diront-ils de ceux qui auront failli à anticiper, à préparer et à éviter le pire? La tentation autoritaire existe, elle a toujours existé dans notre pays. Et le rejet des élites qui est très fort aujourd'hui est également, dans une partie de la population, si fort que tout est vu comme un complot de leur part contre le peuple, y compris la cause climatique, comme l'a démontré une récente étude de la Fondation Jean Jaurès. Nos démocraties sont fortes, mais leur force ne dépend que de l'attachement que nous, citoyens, lui portons. Si elles échouent à protéger nos enfants, elles risquent fort d'être balayées au profit d'options qui favoriseront l'intérêt collectif au mépris des droits individuels. Le défi, pour moi, est donc immense. Et l'on ne peut nier que les décideurs politiques ont mis beaucoup de temps, peut-être trop, à prendre en compte les enjeux climatiques et à les intégrer pleinement à leur logiciel. Question d'éducation et de formation d'abord. Il est très difficile de penser l'impensable et de préparer le pire. Question de rapport à l'opinion aussi. Les politiques sont rarement des leaders de nos jours et leur vision est trop souvent indexée sur ce que disent les sondages. Et donc au lieu d'éclairer, d'accélérer une prise de conscience, ils suivent. Leur prise de conscience tardive, c'est donc aussi la nôtre, à nous citoyens, à quelques exceptions près évidemment. Je vais peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui encore, quand on va dans la plupart des médias pour parler de sujets climatiques, on vous dit juste avant d'entrer en studio ou en plateau, évitez de déprimer tout le monde, s'il vous plaît. On a donc menti aux gens, on a minimisé, on a contourné le sujet, tant que l'inéluctable paraissait pouvoir être reporté. Ça s'explique aussi par une question de contrainte, parce que pour préparer l'avenir, la transition d'un modèle à un autre, il faut évidemment de l'argent pour investir, pour compenser. Or, de l'argent, nous savons tous que nous en avons jeté par les fenêtres pendant des décennies. Maintenant que les canicules, les sécheresses, les méga-feux se multiplient, nous sommes au pied du mur et il faut agir. Je note que le lobbying intrafamilial
pratiqué par les enfants de nos dirigeants, notamment politiques, n'est pas non plus étranger au sursaut, au début de sursaut qui semble se dessiner. Combien de responsables politiques ne m'ont-ils pas dit que leurs ados leur menaient une vie infernale sur le sujet? Une fois la mécanique en route, on peut avoir le sentiment qu'il existe un gouffre entre les paroles, les promesses et les discours d'un côté, et les actes. Un gouffre en termes de temps et un gouffre en termes d'ambition. À mes yeux, cet écart trouve au moins 3 sources. D'abord, un déficit d'imagination et de créativité. Ceux qui sont créatifs sont souvent dépourvus de la connaissance de la manière dont fonctionnent réellement les rouages du pouvoir. Quand ils s'y frottent, ils se trouvent donc perdus, perclus de contraintes et donc impuissants. On oublie trop souvent que faire de la politique, faire la loi, être dirigé un ministère, ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas. Il faut du temps, parfois des mois, voire des années, pour devenir un bon député, un bon ministre. Et de l'autre côté, ceux qui ont cette expérience du pouvoir et cette connaissance des rouages de la décision publique sont souvent enfermés dans un logiciel qui est ancien, celui du XXe siècle, d'un monde infini où l'horizon désirable, la définition même du progrès, est une accumulation permanente de biens et de services marchands. La seconde source de cet écart entre les paroles et les actes, c'est l'extraordinaire enchevêtrement de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la décision publique. Nous accumulons depuis des décennies des textes, des normes, des règlements, des autorités indépendantes, toujours avec les meilleures intentions du monde, évidemment. Mais nous donnons toujours plus de droits aux individus. Nous cédons des pans de souveraineté, d'un côté à l'Europe, de l'autre côté aux collectivités. Mais si bien que désormais, pour agir, il faut passer par un nombre incroyable de procédures, de consultations, faire face à de multiples recours en justice, etc., etc. La France est devenue un paquebot extrêmement lourd et il faut déployer une énergie formidable pour virer de bord. Puis troisième élément, le rapport des politiques aux citoyens. Loin d'en faire des contributeurs, de s'appuyer sur eux, sur leurs idées, bref, de leur faire confiance, les politiques ont souvent tendance à se méfier et du coup à se priver d'une force créatrice essentielle. Trop souvent, on a tendance à dire, on a oublié de dire à nos concitoyens voici les contraintes dans lesquelles nous évoluons, voici là où nous voudrions aller, et nous avons besoin de vous pour le faire. Au lieu de dire ça, les politiques ont tendance à prendre le peuple en surplomb et essayer de lui faire croire qu'à lui tout seul, il peut aller sur la Lune en pédalo. Et il s'étonne après que les gens ne les croient plus. Alors une fois qu'on a dit ça, que faire ? D'abord, commencer à comprendre qu'on ne construit pas la confiance sur le mensonge. On a imposé dans le débat la notion d'écologie punitive, qu'on entend matin, midi et soir. Comme s'il existait une écologie totalement joyeuse, indolore, sans le moindre effort pour quiconque. C'est un mensonge qui ne fait que fournir un prétexte à ceux qui sont dans le déni pour le rester. Non, on ne transformera pas nos modes de production, de consommation sans aucune contrainte. Nous avons baissé d'ailleurs notre consommation d'électricité cet hiver dans un contexte de tension et d'urgence. Nous nous sommes donc contraints nous-mêmes parce qu'on nous avait expliqué les conséquences de nos actes et les risques que nous prenions. Changer, c'est donc possible lorsqu'on dit les choses clairement, que l'on partage la connaissance et que l'on parie sur l'intelligence. Il y a sur certains sujets, comme le nucléaire, des zigzags et des impasses qui sont évidemment liés à des calculs politiciens. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Et il existe aussi, chez les élus, chez de nombreux élus, une caractéristique qui insiste à persister dans l'erreur, même quand ils se rendent compte qu'ils font fausse route. C'est une difficulté quasi culturelle à reconnaître leurs erreurs. Ensuite, évidemment,
il va falloir que nos responsables politiques prennent la cause climatique au sérieux, à commencer, excusez-moi de le dire ainsi, par la partie la plus virulente et politicienne des écologistes. Je ne pense pas, mais ça n'engage que moi, que polémiquer sur les sapins de Noël, le Tour de France ou les barbecues soit la meilleure manière de convaincre tous les Français qu'il y a autour de l'écologie une cause qui concerne tout le monde et qui mérite la mobilisation générale. D'ailleurs, depuis 1 an, tous les ministres ont des objectifs climatiques, c'est ce qu'on appelle la planification écologique. Ils expliquent que cela a beaucoup compté pour les inviter à changer de braquet dans leur action. Et c'est vrai que tant que le ministre de l'écologie était seul responsable du sujet, il avait du mal à faire le poids face à ses collègues. Est-ce que ça peut suffire? Non, car il s'agit non pas de tout décider d'en haut, mais d'embarquer l'ensemble de la société, du consommateur au producteur, du chef d'entreprise aux salariés, de l'État central aux collectivités. Mobiliser tout le monde autour d'objectifs acceptés par tous, débattre aussi de la répartition des efforts à fournir. Tout cela, ce sera impossible tant que ne seront pas établies les conditions d'un débat serein. Et là-dessus, je ne suis pas totalement optimiste, parce que la prime va toujours à l'outrance contre la nuance, à la simplification contre la complexité, à la vidéo de 30 secondes contre l'essai argumenté. Doit-on changer nos institutions? Je ne suis pas certaine que cela suffise s'il n'y a pas d'abord une prise en compte citoyenne du climat qui aille vraiment jusque dans les urnes. On inventera toutes les conventions, toutes les votations que l'on veut. Tant que les citoyens ne voudront pas, nos dirigeants n'avanceront pas. Il y a néanmoins de multiples choses qui sont à repenser, de nos règles comptables à la manière de concevoir le budget en France, d'évaluer les politiques publiques ou encore d'intégrer dans nos indicateurs de performance économique micro et macro la prise en compte de la biodiversité et de l'environnement. Cela fait des décennies que l'on débat de la pertinence du PIB comme indicateur de prospérité, mais rien n'a vraiment changé. Alors que de leur côté, les entreprises ont intégré toujours plus d'indicateurs environnementaux et sociaux. Au fond, peut-on s'étonner de ce qu'il n'y ait pas suffisamment de consensus et d'actes sur le sujet, alors même que ce sujet-là n'a jamais fait l'objet d'un débat sérieux et approfondi, d'où pourraient émerger les sujets de dissensus comme les sujets de consensus. C'est à mes yeux par là qu'il faut commencer, et nous sommes tous, ici, responsables de ce débat et garants de sa qualité. Je vous remercie.